Alors bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine. On va essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Pinchas. Essayer de déterminer, c'est important de déterminer la relation qu'on a avec les événements, comme on a souvent l'habitude d'en parler, mais aussi de comprendre qu'est-ce qu'on appelle le Emet. Le Emet, ça veut dire la vérité, et le sheker, le mensonge. Ouais. Parce que de dire qu'une bouteille est un train électrique et de dire qu'un verre est un immeuble, c'est sûr que c'est faux. D'accord. Donc on va essayer de nuancer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle la vérité, d'accord, et qu'est-ce qu'on appelle le mensonge dans la Torah. Alors ici c'est marqué que dans la paracha cette semaine notamment, il y a un cas très particulier qui est bizarre. C'est qu'un jour il y a eu de la débauche dans le peuple juif, et cette débauche elle a engendré une épidémie. Qui a pu s'arrêter parce qu'un jour un homme qui s'appelle Pinchas, il a empalé un homme et une femme, une princesse de Midian qui avait une relation avec un chef de la tribu de Shimon, et donc il y a eu un truc incroyable, et donc qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Ça a pu entre guillemets arrêter l'épidémie, et à la fois ça a permis de faire la justice. Ouais, qu'on a du mal à comprendre comment d'avoir assassiné un homme pareil, et cette femme, ça peut être un acte de shalom. Comme ça, la Torah décrit ça comme un acte de paix. Ouais, un acte de paix. Ça veut dire il a contracté avec Pinchas, Brit Keunat Olam, une alliance d'être un Kohen à jamais, et ça s'appelle un Brit Shalom, une alliance de paix. D'accord. Elle est où la frontière entre le crime et la mitzvah? Ouais. C'est pour ça que si c'est marqué qu'on a affilié Pinchas à son père qui était Éléazar, et son grand-père était Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est un homme de shalom. C'est celui qui va faire la paix, qui va organiser si des gens se sont disputés, c'est lui qui va mettre de l'ordre. Si des couples sont en problème de relationnel, c'est lui qui va régler tout ça. Il est un homme de shalom, un homme de paix, voilà. Et donc on a affilié l'acte de Pinchas, non pas à son grand-père maternel qui était Yitro, qui était anciennement idolâtre. Ouais. On aurait pu croire que l'ancienneté de son grand-père, affilié à son grand-père, il a forcément des défauts en lui qui reviennent de son grand-père, et donc on aurait pu croire, mais c'est un acte criminel. Voilà comment ça a été jugé. On dit non, c'est affilié à Aaron à Cohen, c'est un acte de shalom. En quoi c'est un acte de shalom? Elle est où la frontière entre le crime et la mitzvah? C'est-à-dire quand tu vois quelque chose, c'est émettre. Emet, il a tué quelqu'un, il a tué un chef de tribu, quoi. La vérité, c'est qu'il a tué un chef de tribu. Il dit non, il ne faut pas le regarder comme ça, il faut le regarder autrement. C'est-à-dire que tu pourrais croire que ce que tu vois, Béhémet, c'est faux. Où est-ce qu'elle est la part de vérité et où est la part de mensonge? Ouais. Comment expliquer que c'est une part de... Comment ça doit se lire, ça? Ouais. Parce que vous avez compris qu'il y a toujours deux facettes dans la personne. Il y a celle que tu vois et celle que tu ne vois pas. Par exemple, dans la paracha de la semaine dernière, il y a un personnage qui s'appelle Bilham. Bilham a Racha. C'est un Racha, ce type. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut absolument maudire les Bnei Israël au point de les exterminer. Mais dans son incohérence de vouloir exterminer le peuple juif, il va demander à Kadosh Baruch Hu, qui lui nous a sortis d'Égypte, qui lui nous a ouvert la mer Rouge, qui lui nous a donné la Torah, qui nous a fait vivre dans le désert de façon extraordinaire et miraculeuse, de lui demander à ce Dieu-là qui nous a sortis d'Égypte d'exterminer le peuple qui l'a sorti d'Égypte. Ce qui paraît incohérent. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il dit, écoute, je t'ai demandé de pas y aller, mais si tu veux y aller, vas-y. Donc, il monte sur son ânesse, ouais, et monsieur, il part chez Balak pour lui dire qu'il était d'accord d'aller maudire les Bnei Israël. Et en chemin, Hachem, il lui envoie un ange qu'on ne voit pas, mais que son ânesse perçoit. Elle voit avec un sabre dans la main, et donc elle est prise de peur, elle se cogne contre la droite, à gauche, et lui devient fou, il voit pas cet ange, donc il comprend pas son ânesse qui devient folle, il la tabasse, et tout à coup, mademoiselle, l'ânesse, elle parle. Miracle. Mais non, l'ânesse qui parle, ça avait été prévu depuis la création du monde. C'est marqué dans les Maximes des Pères, c'est marqué là-bas, que le puits de Myriam, le Be'er Myriam, il a été déjà prévu depuis très très longtemps, et aussi que Pianès, la fameuse ânesse qui devait parler, aussi elle, c'était prévu depuis la création du monde. Ça veut dire que les choses, c'est incroyable, c'était prévu depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Dit Rashi, au nom de la Gemara dans Sanhedrin, que cette ânesse, elle est morte. Finalement, elle est morte. Pourquoi elle est morte?
Alors Rachid nous dit, elle est morte parce que le pauvre Bilam, ce rachat là, il va avoir la honte. Si tu te rends compte, on voit voir la neige, tu te rappelles, c'était la neige de Bilam. Alors pour ne pas lui faire honte, on a préféré qu'elle meure. Ça va? Mais non, ce type, il méritait ça. Largement. Hachem dit non, je préfère qu'elle meure, pour ne pas lui faire honte. Mais comment il voit les gens, Hachem? Il est où le Hémet? Le Hémet, la vérité, c'est que c'est un rachat, ce type-là. C'est un mécréant, c'est un persécuteur. Comme si Hachem, il ne le voyait pas dans ses choix, mais dans tout rachat, tel qu'il soit, il y a un tzaddik derrière. Alors, c'est respectable. Ça veut dire que devant un grand rachat comme celui-là, il y a forcément une personne qui aurait dû être un grand tzaddik, mais qui malheureusement a fait le choix d'être un rachat. Ça veut dire que la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est quoi? La différence, c'est le choix. Il est aussi intelligent que le tzaddik, il a autant de performances que le tzaddik, il est autant capable de faire des capacités pareilles, tout pareil. La différence, c'est qu'est-ce qu'il fait de lui. Tu vois, ce type-là, il a fait le choix d'être un rachat. Maintenant, Hachem, il ne voit pas ce qu'il a fait. Il ne voit pas le choix qu'il a choisi, la mauvaise voie. Il voit la potentialité. Il dit, ah, ça se mérite pas, donc je ne fais pas honte. Ça veut dire qu'on voit que ce qu'on pourrait penser être émette, la vérité, c'est que c'est un rachat, il mérite tous les châtiments du monde. Il y a une autre façon de revoir qui est plus émette. Laquelle, c'est celle de voir la personnalité qui se cache derrière cette personne. La potentialité existentielle de la personne. C'est une autre façon de voir. C'est comme un petit peu... Il y a une Gemara dans Ktuvot qui dit là-bas, vous savez que quand les gens se mariaient à l'époque, on louait le khatan, le marié, on louait sa kala, sa femme devant lui. Ketsad meragdim nifna kala, la Gemara dit, mais comment on danse devant la kala? Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit dire à son mari le jour de son mariage? Alors on doit dire kala na'a va chasuda. C'est une kala qui est une kala qui est na'a, elle est très jolie, et elle est chasuda, elle a beaucoup de charme. Voilà ce qu'on dit. On veut louer sa femme devant son mari. La Gemara dit, mais si elle est moche. Elle est moche, elle est boiteuse, elle est machin, je sais pas quoi, elle a tous les défauts du monde. Elle va quand même pas dire une chose pareille devant son mari, ça se fait pas. Ouais. Alors, Beth Shammai, l'école de Shammai, disait, non, on va rien dire du tout. Ce jour-là, on dira rien. Beth Yael dit, si, tu vas dire qu'elle est belle et qu'elle est joyeuse et qu'elle est charmante et toutes les qualités qu'elle peut avoir. Il dit, mais pourtant, mitvar sheker tichak, on doit s'éloigner du mensonge. Ça serait mentir que de dire qu'elle est belle, elle est pas belle. Ça serait mentir de dire qu'elle a du charme, elle a pas de charme. Ouais, comme ça disait Beth Shammai. Il dit non, dis qu'elle est jolie, qu'elle est... Il dit pourquoi? Parce que si quelqu'un, il vient et te dit, regarde la voiture que j'ai achetée, regarde la belle voiture que j'ai achetée. Ouais, bon, toi, elle te plaît pas la voiture. Une femme, elle vient te dire, regarde ma robe, elle est superbe, regarde comment tu me trouves. Tu vas dire, attends, elle te plaît pas sa robe. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Si tu vas pas dire qu'elle est moche. Tu vas lui dire, écoute, Mazal Tov, ta voiture, Mazal Tov. Tu vas lui dire Mazal Tov. Pourquoi? Parce que c'est son choix. Parce qu'il a choisi cette femme. Donc si elle te plaît pas, c'est une chose. Mais si elle lui plaît, tu vas pas lui dire. Tu dis, mais moi je peux pas dire une chose que je ne supporte pas. Ou que je ne tolère pas. Ou que je n'accepte pas. Pour moi, ce serait un mensonge. On dit non. Non. Parce que c'est une vérité pour lui. S'il a épousé, c'est qu'il lui a trouvé du charme. S'il l'a trouvé, c'est parce qu'il pense qu'elle est jolie. Alors tu ne vas pas dire qu'elle est moche, tu vas dire qu'elle est jolie parce qu'il a pensé qu'elle est jolie. Tu as compris ça? C'est-à-dire que le sheker et le mensonge, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit. Il arrive même parfois de penser que c'est une mitzvah de mentir. Dans l'halakha, par exemple, si quelqu'un, imaginez-vous, chas v'shalom, une vieille dame, 90 ans, elle a perdu son fils. Bon, est-ce qu'on lui annonce ou pas? On lui annonce ou pas? C'est une question, parce que si tu lui annonces ça, la pauvre, qu'est-ce qu'elle peut imaginer, ça va? Et on ne sait pas dans quel état elle va se trouver, et dans quel état de santé elle va se trouver. Est-ce qu'on prend le risque de lui dire ou pas? La halakha, c'est qu'on ne lui dit pas. Ah, pourtant, elle doit porter le deuil. Ah, pourtant, elle a perdu cet enfant. Ah, pourtant, la vérité, c'est qu'elle devrait le savoir. Je dis oui, mais il y a des vérités qui ne se racontent pas, ça va? Parce que la conséquence est dramatique, ça va? Un petit peu comme le lachon hara. Le lachon hara, c'est quoi la médisance? La médisance, c'est quoi la médisance? Je vais te dire des saletés sur les gens. Mais c'est la vérité. La fille, elle est, je sais pas moi, elle est avare, je sais pas moi, elle est coléreuse, elle est, je sais pas quoi, elle a tous les défauts qu'elle peut avoir. Monsieur, je ne parle pas de son mari, je parle pas des... Mais c'est la vérité, tout est vrai. Tout est vrai. Mais pourquoi c'est sourd alors? Pourquoi c'est interdit de dire la vérité? Ouais, parce qu'en vérité, ça sert à rien. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas dire du mal des gens. Mais en vérité, tu vas les
tu vas comment dire, les isoler, ils vont se retrouver sans personne. Plutôt que de se dire, les pauvres, plutôt que d'avoir de l'empathie vis-à-vis de la bêtise, et de dire, mais je vais les aider à s'en sortir, qu'est-ce que tu fais? Tu sors des salades sur les gens. Il me dit, mais c'est vrai, ils sont comme ça, tu as raison. Mais il y a des vérités qu'on ne raconte pas. Pourquoi? Parce que si le résultat de ce que tu vas dire, c'est qu'il va se retrouver seul, c'est du sheker, c'est du mensonge. Ça veut dire que ne regarde pas ce que tu dis. Tu dis, ouais, c'est vrai, c'est la vérité. Regarde les conséquences de ce que tu dis. Et les conséquences, elles sont néfastes. Elles amènent à endommager la relation à l'autre. Elles amènent à faire que la personne se retrouve seule. Elle va faire que le émettre, ce serait de ne pas parler. Ça va? La vérité, ça serait de rien dire. Parce que si tu penses que de dire des vérités, ça se dit à tort et à cri, ouais, en vérité, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Tu ne peux pas dire devant son khatan qu'elle n'est pas belle, sa femme. Alors tu dis rien. Je dis, mais moi je ne peux pas dire une chose qui ne me semble pas émettre. Je dis, t'as raison. Mais c'est pas pour autant que tu vas pas lui dire qu'elle est jolie, puisqu'il a choisi. Ça veut dire que le émettre, il n'est pas forcément en fonction de ce que tu penses, mais en fonction de résultats que ça entraîne. Si tu vois que ça crée un dommage, c'est que c'est faux. C'est un mensonge. Si tu vois, des fois tu vas mentir, mais pour la vérité. Laquelle vérité? Ben, c'est qu'elle elle va pas risquer d'avoir des dommages de ce qu'elle va entendre. Et ben, c'est vrai que de lui mentir, ce serait une mitzvah. Vous avez compris la différence? C'est pas, tu dis, mais j'ai menti, c'est interdit de mentir. Il y a des gens qui sont franchement très honnêtes avec eux-mêmes et ils n'osent pas mentir parce que c'est comme ça, on va pas mentir. Mais des fois, il faut savoir que c'est faux. Des fois, il faut mentir. C'est comme quelqu'un il m'a raconté, une bonne femme, elle venait de se marier, ouais, et elle avait problème avec son mari. Qu'est-ce qu'elle fait, mademoiselle? Madame, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle appelle sa mère. Ça va? Elle dit, tu vois, mon mari, comment il me parle, comment machin, comment il me traite, comment il me... Je dis, mais c'est une chose à jamais faire, ça. Tu mens à ta mère. Tu lui dis, tout va bien, je suis très heureux, c'est machin. Ça va? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas dire à ta mère que tu as des problèmes de couple. Bah, à qui je vais parler? J'ai que ma mère, moi. Donc elle va parler à sa mère. J'ai que ma mère, je vais parler à ma mère. J'ai compris. Tu vas parler à ta mère. Le problème, c'est que quoi? C'est irrespectueux vis-à-vis de ta mère. Pourquoi? Parce que tu vas lui dire ce que tu penses. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce qu'elle va pouvoir intervenir? Non. Est-ce que ça va pas créer des problèmes avec son mari? Parce qu'elle va raconter à son mari que sa fille, elle est malheureuse. Et après, ça va créer des problèmes avec les beaux-parents. Et après, les beaux-parents, les frères, les sœurs, les machins. Et de toute façon, ils pourront rien faire. Ça va? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as manqué de respect de tes parents. Parce qu'en leur racontant ce qui se passe dans ton couple, ça va entraîner des choses que de toute façon, les solutions n'existent pas. C'est pas eux qui vont gérer ça. Donc, tu vas mentir à ta mère pour éviter, et en mentant, tu vas créer le shalom. En mentant à ta mère, tu vas lui faire croire que tout va bien. Ouais. Jamais tu parles à tes parents. Si tu as un problème de couple, tu vas voir un thérapeute. Si tu as un problème avec ton mari, bah, tu t'arranges avec quelqu'un d'autre ou avec lui-même. Ouais. Mais jamais raconte à tes parents. Parce que si tu vas raconter ça à tes parents, tu dis, mais attends, mais à qui je vais me confesser, à qui je vais parler, à qui je vais raconter mes problèmes? Mais il n'y a que ma mère, c'est ma confidente, c'est ma mère, c'est ma mère. Je suis la dernière personne, c'est ta mère. La dernière. Parce que si tu lui racontes des choses pareilles, tu sais ce qui va se passer? Tu vas t'arranger avec ton mari. Et qu'est-ce qu'elle va croire, elle? Oui, dit, ouais, ça va. Mais bon, on le connaît maintenant. Qu'est-ce qu'on a été faire de rentrer dans cette famille? Qu'est-ce qu'on a été faire de... C'est ce qui va rester. Donc, de lui dire la vérité que ça va pas avec ton mari, de lui dire la vérité à ta mère que ça va pas avec ta femme, c'est la vérité, c'est vrai. Mais c'est pas des choses qu'on raconte. Parce que si tu les racontes, le dommage, il est pire. Vous avez compris? Ça veut dire que la vérité n'est pas ce qu'on va dire. La vérité, c'est les conséquences. C'est-à-dire que si tu vas nourrir une vérité qui va entériner la relation qu'il a avec ton Yetzara, celui-là. Ça va? Il est bien content, Yetzara, parce que tu l'as bien nourri. Ça va? Finalement, tu vas rentrer dans les conflits. Le Lachonara, ça va te séparer des autres, etc. etc. C'est pas ce qu'on espérait, vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut bien nuancer et faire attention. De comprendre que la vérité n'est pas forcément ce qu'on croit. La Gemara dit là-bas, hein, que Shmuel Hanavi, ouais, quand Hachem lui a dit, tu sais, Shaoul HaMelech, il ne sera plus roi d'Israël. Alors, il a dit Shmuel Hanavi, le prochain roi, il se trouve chez la famille de Ishaï. C'est un des enfants d'Ishaï. Il dit, ok. Mais si je vais annoncer à Shmuel Hanavi que je vais devoir oindre un nouveau roi et pas lui, et c'est fini pour lui, il va me tuer. Ça va? Alors Hachem lui dit, écoute, dis-lui que tu vas partir au Beth Amikdash, tu vas apporter un sacrifice à Jérusalem, et puis tu en profiteras pour aller... Mais comment Hachem il a pu dire une chose pareille?
Comment Hachem il a pu dire à, comment il s'appelle, à Shmuel Navi, que finalement il va à Jérusalem amener à Corban, alors qu'en vérité c'est faux. Il va juste aller amener oindre David Ameler. Comment Hachem il a pu ordonner un mensonge pareil? En quoi c'est pas un mensonge? Parce qu'écoutez bien, si je dis la vérité à Shaoul, je lui dis que je vais oindre David, il va le tuer. Si tu lui dis la vérité, il va le tuer. Mais pourquoi il va le tuer? Parce que comment tu as osé penser que tu devais oindre un autre roi que moi? Donc en lui disant la vérité, tu vas animer chez lui Yetzer Hara. Alors va mentir. Mais mentir, c'est pas mentir à Shaoul. Mentir, c'est mentir à son Yetzer Hara. Tu vas lui faire croire. Comme ça, ton Yetzer Hara, il va pas s'animer chez lui. Et tu vas contourner le Yetzer Hara de la personne en mentant. Mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est de jamais arriver à ce qu'il y ait des conflits internes. Ça va? Parce qu'à l'intérieur de lui-même, quand tu vas lui dire la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre en colère. La vérité, c'est ce que tu vas éviter de faire. Et donc, tu vas lui mentir pour éviter que justement il le tue. Et de mentir, c'est ça l'acte de vérité. Pourquoi? Parce que l'aboutissement, ben, c'est qu'on va sortir d'un conflit. Si tu dis la vérité, tu vas entrer dans un conflit. Si tu dis bon, tu vas arriver à contourner le problème. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est très nuancé. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, quand on dit on peut mentir dans un cas de problème de couple. Vous savez, pour les shalom bayit, on dit on peut mentir pour le shalom bayit. Pour la paix des ménages, on a le droit de mentir. Mais depuis quand on a le droit de mentir pour la paix des ménages? Depuis quand tu mens à ta femme sous prétexte que si tu lui dis la vérité, elle va se fâcher? Ouais, depuis quand tu peux mentir à ton mari sous prétexte que si tu lui dis la vérité, il va se fâcher? Depuis quand? Mais c'est absurde de mentir. Ouais. C'est absurde, on ne peut pas mentir. Comment ça se fait qu'on a le droit de mentir pour la paix des ménages? Et d'où on apprend qu'on a le droit de mentir? Parce que là-bas, c'est marqué dans la paracha de Chaï Sarah. Ouais. C'est marqué que quand Hachem il a envoyé 3 anges, il a envoyé 3 anges chez Abraham Avinu. Et parmi ces anges, il y a un ange qui a annoncé à Abraham qu'il aurait un enfant l'année prochaine. Et Sarah était derrière la porte. Et elle écoute. Elle écoute cet homme qui avait une apparence humaine, mais qui était un ange. Elle entend que l'année prochaine, elle aura un enfant. Et elle rigole. Madame, elle rigole dans son fort intérieur et elle dit, mais mon mari est trop vieux. Adonis Zaken, mon Seigneur, en parlant de son mari, ouais, il est trop vieux, mon mari. Ouais, il est trop vieux, mon mari. Comment on va avoir des enfants avec un homme pareil? Trop vieux, ça va? Et Hachem, il intervient, et il parle à Abraham Avinu. Il lui dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Ouais. Mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Elle y croit pas, en fait. Elle dit, elle y croit pas, elle a rigolé. C'était ridicule de penser qu'elle allait avoir un enfant à son âge, 90 ans, c'est impensable. Mais elle a rigolé en pensant qu'elle était trop vieille. Ani Zakanti. Elle a jamais dit ça, hein. Elle a jamais dit ça. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Ouais. De quoi il se met Hachem? Elle a pensé dans son cœur intérieur, elle a dit, elle a rigolé. Mais en quoi ça le concerne, lui? Pourquoi il a besoin de rentrer là-dedans? Ouais. Et deuxièmement, c'est jamais ce qu'elle a dit. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Pourquoi Avram, il a été dire à Avram Avinu, ouais, qu'elle était, elle, trop vieille? Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Maintenant, écoutez bien. Si je vais vous dire à Avram Avinu, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Ça veut dire qu'elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, elle pense pas qu'elle tombe enceinte. Le problème, c'est que si elle n'y croit pas, elle ne peut pas tomber enceinte. Parce que Hachem ne peut pas donner un enfant à une femme si elle n'y croit pas. Alors, tu sais quoi, hein, j'ai été voir Avram, il dit Hachem, et je lui ai dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Ça veut dire qu'elle n'y croit pas. Mais si je vais dire à Avram Avinu, tu sais pourquoi elle n'y croit pas? Ouais, parce qu'elle a dit, elle était trop vieux, mon chéri. Ça va? Si je vais dire à Avram Avinu qu'elle a dit ta femme que t'es trop vieux, il dit, bon, c'est moi qui est trop vieux, t'es sûr? T'es sûr? Il dit, mais c'est elle qui est trop vieille. Il va être touché dans son orgueil ou dans sa fierté masculine, on va dire. Ouais. Et donc, si je lui dis, c'est ta femme, elle a dit, elle ose pas te dire, mais elle a dit, j'ai entendu, hein, elle a dit qu'elle était trop vieux. Tu dis quoi, elle a pensé ça, ma femme? Ouais. Ça va créer des conflits. Alors, pour éviter qu'Avram, dans sa fierté, il soit vexé parce qu'elle a pu dire sa femme, il a dit, non, elle a dit qu'elle est vieille. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a changé pour éviter le Yetzer. Parce que les hommes sont tellement fiers dans leur vie, tu vois, ils sont tellement fiers que si tu dis que ta femme, elle a raconté sur toi que tu étais trop vieux, c'est moi qui est vieux, t'es sûr, mais c'est elle qui est trop vieille. Et donc jamais il va... Vous avez compris ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'il a trompé le Yetzer Hara de la personne. Il n'a pas menti à Avraham Avinu. Il a menti à la réaction qu'il aurait pu avoir. Si sa femme, elle avait pu dire une chose pareille,
il aurait mal pris. Ça va? C'est de là qu'on apprend qu'on a le droit de mentir dans le. C'est quoi mentir? C'est pas se dire, mais pas mentir. C'est d'être intelligent. Et de comprendre que le mensonge aurait été de dire la vérité. Vous avez compris ou pas? Si je lui dis la vérité, qu'elle a dit que son mari était trop vieux, c'est la vérité. Hein. Ah, il va se vexer. Et là, ça va casser le couple. Alors, pour ne pas casser le couple, pour lui dire qu'en vérité, j'espère que l'objectif, c'est qu'elle tombe enceinte, je suis obligé de dire qu'elle a dit qu'elle est trop vieille. Vous avez compris? En fait, le reste elle-même. La différence, c'est qu'on a évité quelque chose. C'est ça la humette. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que tu obtiens. Pas ce que tu dis. Si tu as compris, c'est ça. La vérité, c'est pas ce que tu vas dire. C'est pas ce que tu vas, c'est ce que tu vas obtenir. Et ça, il faut être un peu psychologue. Ça veut dire qu'il faut faire attention que des fois tu dis des vérités. Ouais. C'est comme un type m'a raconté. Il m'a dit j'ai un problème avec ma femme. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit bah voilà, mon gendre il a osé appeler ma femme. Ouais. Et il lui a dit, vous savez, ma femme, votre fille, elle sait pas cuisiner, elle sait pas s'occuper de la maison, elle est toujours en retard, la maison est désordonnée, machin. Occupez-vous d'elle, tu vois. Et elle s'est vexée, madame, elle s'est vexée. Il dit, comment il a osé me parler comme ça, et tout. Tu vois, et elle s'est énervée avec son mari, je veux plus qu'il vienne à la maison, machin, ça crée des problèmes de fou, tu vois. En quoi il est bête, le type? Il est bête parce qu'il a été rencontré à sa belle-mère. Mais il s'est pas rendu compte qu'en lui disant, mais genre, elle sait pas cuisiner, c'est pas machin, il dit, bah, genre, vous êtes jamais occupé de votre fille, quoi. Vous avez compris, c'est ça le problème. Et lui, il a cru qu'il a dit, mais moi, à qui je vais m'adresser? Je vais m'adresser à sa mère. Elle sait pas cuisiner, machin, je vais voir sa mère. Je dis, mais t'es bête ou quoi? Mais tu vas voir sa mère, mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Tu es en train de lui dire à sa mère, ouais, que vous n'êtes pas occupé de votre fille, elle sait pas cuisiner, elle sait pas ordonner la maison, elle sait pas ranger les trucs, elle est jamais à l'heure, vous l'avez pas éduquée. Autrement dit, c'est ce qu'il a dit. Mais il s'est pas rendu compte, mais moi j'ai rien dit de grave. Et il attendait des excuses, parce qu'ils se sont disputés. Alors son mari m'a dit, bon, on va lui demander des excuses. J'ai dit, non. Il faut d'abord que tu lui expliques son problème. Parce qu'après, il y a eu des problèmes entre eux dans la famille, tu vois. J'ai dit, d'abord, dis-lui bien hein, que il faut savoir parler aux gens. La dernière personne à qui tu vas demander qu'il faut que ta femme, elle sache cuisiner, c'est sa mère. T'as compris? Ça, c'est la première chose à faire, parce que tu as vexé sa femme. La dernière personne, c'est elle. Tu dis comme ça, tu dis que même elle dit, maman, si elle va dire à sa mère, écoute, j'aimerais bien que tu m'apprennes à faire cette recette, machin, c'est une chose. Ou alors tu vas demander à apprendre à faire la cuisine avec quelqu'un d'autre, mais jamais tu vas dire à la belle-mère, votre fille, elle va cuisiner. Vous avez compris? Mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Mais c'est pas cuisiner, j'ai des problèmes, et quand j'arrive, c'est pas prêt, et c'est pas bon, et c'est pas, je sais pas quoi. J'en avais marre, j'ai dit à sa mère, écoutez, apprenez-lui à cuisiner. Je lui ai dit, mais c'est une chose, jamais tu ne dis ça à sa mère. Je lui ai dit, mais c'est la vérité. J'ai compris, mais regarde les conflits que ça va créer. Ça veut dire que tu pensais que la vérité, c'était de raconter à sa mère qui est elle qui devait s'en occuper, et qui va s'en occuper dorénavant. Ouais, que c'est elle qui va s'occuper de sa fille. Alors qu'en vérité, c'est la dernière personne à qui il faut dire cette vérité. Parce que c'est tellement vexant de savoir que sa fille, elle sait pas cuisiner et que son mari, il est malheureux à cause d'elle. Ça va? Et elle s'est vexée, madame, elle était machin, elle a dit, rentre plus chez moi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut être subtil. Il faut être subtil. Et quand on sait, il faut un peu regarder les conséquences de ce qu'on raconte. Et quand on est conscient des conséquences, alors on est bien embêté parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais la problématique, elle est déjà là, déjà. C'est pas de dire, écoute, tu te débrouilles. C'est comme des couples qui se disputent. Ouais. Madame, elle en a marre de son mari. Ou monsieur, il en a marre de sa femme. Parce que bon, une fois tu gobes, une fois t'encaisses, deux fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Combien tu vas encaisser? Combien? À la fin, t'exploses. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'elle fait, madame, ou qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il lui raconte tout ce qui va pas. Et il déverse toute la poubelle qu'il a dans... Bah oui, parce que j'en ai marre, tu vois. Et maintenant, débrouille-toi avec les poubelles que je te renvoie. Parce qu'il faut que tu nettoies, toi, les poubelles. C'est toi qui vas nettoyer les poubelles d'Orientation, c'est toi qui vas nettoyer tout ça. S'il y a des problèmes entre nous, c'est toi qui as créé tout ça. Voilà ce qui se passe. Et j'en ai marre de ton caractère, et j'en ai marre que tu me prends pour je sais pas quoi, ou tu me respectes pas, ou, toutes les saletés du monde. Ça marche ou pas?
Ben non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Mais pourtant, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit ce qui va pas. Je lui ai dit parler de son caractère, je lui ai parlé de sa façon de se comporter, je lui ai parlé des bêtises qu'elle a de jamais travailler, je ne sais pas savoir de débrouiller, je lui ai tout dit. Ça marche ou pas? Pourquoi ça marche pas? Ben, je lui ai dit la vérité. Ben, ça marche pas parce que c'est vexant. Ça marche pas parce que quand on remet en cause les gens, il faut peut-être plutôt que leur dire ce qui va pas, leur proposer des solutions. Parce que de me rappeler ce que je sais pas faire, je le savais avant que tu me le dises. Ouais. Et ça pose problème, ça. Et donc de faire des reproches à des gens sans proposer des solutions, ouais, ça permet pas à la personne de se sentir responsabilisée, autant que ça permet pas à la personne d'avoir envie de changer. Parce que vu le ton que tu as employé, vu la manière dont tu me l'as dit, j'ai pas envie de t'écouter. Ça va? Et donc ça renvoie les choses à un problème qui est secondaire, c'est-à-dire, mais moi j'ai fait que dire la vérité, je lui ai fait dire la vérité, elle est d'accord que c'est comme ça, mais elle va pas bouger d'un centimètre. Ou lui c'est pareil, vous avez compris? En vérité, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il faut pas dire la vérité aux gens. Il faut peut-être les amener à accepter la vérité. Tu vois? Accepter la vérité, c'est différent d'imposer la vérité. Quand tu dis à ta femme ou à ton mari ou à qui que ce soit, à ton voisin, je ne sais pas moi, avec les gens que tu côtoies, tu leur dis des fois des choses qui sont désobligeantes à entendre, sache que ça ne marchera jamais. Le ton que tu emploies, il est tellement haut que jamais on t'écoutera. Parce un avion qui passe avec des décibels énormes, moi je me bouche les oreilles, j'écoute pas. C'est pareil. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas en capacité d'écouter quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous dérange et qui nous vexe. Tu m'as dit la vérité, t'as raison, mais je l'accepte pas. C'est très important de mettre le ton, c'est très important de respecter la personne. Et comment tu vas le faire alors? C'est pour ça que faut se calmer. Ouais. Et Zéou Gibor, c'est qui est fort? C'est pas quelqu'un qui t'a fort. C'est pas quelqu'un qui envoie des reproches et qui te balance. C'est pas celui-là, ça. Non, le fort, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser son yetzer. T'as vu comment elle te parle ta femme, t'as vu comment il est désobligeant, comment il a pas honte, et tu vas t'énerver, machin. En fait, tu vas alimenter ton yetzer. Il faut que tu sois capable de maîtriser. Alors comment ça se passe? Ça va? Ça veut dire que t'as un problème avec ta femme ou avec qui que ce soit, il faut que tu réfléchisses comment je vais essayer de lui faire comprendre ou de lui faire comprendre à elle qu'elle a eu tort de faire ça, ou qu'il a eu tort de dire comme ça, ou d'agir comme ça, ou de penser ça. Comment je vais faire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va faire changer la personne? Qu'est-ce qui va l'amener à être une autre personne? À évoluer dans sa vie. Je ne lui demande pas de s'occuper de sa vie, c'est-à-dire que je vais lui dire la vérité, ce que je pense d'elle, de la personne, et qu'elle va se débrouiller avec ce que je vais lui dire. Parce que je te garantis que ça ne marchera jamais. Ça va? Par contre, si tu respectes la personne, tu dis, écoute, j'aurais besoin de te parler. Il y a des femmes, elles se font engueuler par leur mari, dès qu'elles parlent à leur mari en leur disant des choses qui vont pas, tout de suite, monsieur, il s'énerve, et elle me dit, mais je peux pas parler avec lui, il s'énerve, j'arrive pas. Je dis, bah dites-lui sincèrement de ma part, que quand il aura fini de s'énerver, on discute. Moi, je suis patiente, j'attends, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis malheureuse. Donc j'attends que tu te calmes. Mais lui, en fait, il s'énerve pour pas qu'elle continue. Mais les problèmes sont là, vous avez compris ou pas? Alors quand tu seras calmé, on discute. Je suis patient, il n'y a pas de problème. Ou je suis patient, il n'y a pas de problème, j'attends. Parce que je sais que tu es vexé parce que je t'ai dit un reproche. Le problème, c'est qu'on ne va pas continuer comme ça. Alors comment on fait alors? Vous avez compris? Donc il faut respecter la personne. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'apprécier les gens pour les aider à changer. On est vexé, on renvoie la balle. On est vexé, on renvoie les choses. Ça va? En espérant que l'autre il va accepter, il va changer. Mais jamais il changera. Et ça tourne en bourrique, et après machin, ça tourne toujours, c'est une spirale dans laquelle on ne sort jamais. Et ça n'avance pas, et c'est pour ça que les gens divorcent, parce qu'en fait, ils n'ont jamais su comment faire. Quelqu'un qui a un problème comme ça, soit tu lui fais juger une situation qui est commune à la tienne, soit tu le prends à part. Par exemple, vous avez vu que Yosef, quand il a voulu annoncer à ses frères qu'il était Yosef, et quand ils vont le savoir, ils vont avoir la honte de leur vie. Parce que quand il va dire mais c'est moi Yosef, ça veut dire que l'interprétation du rêve
Quand j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi, vous avez cru que je parlais de prendre la place de Yehuda, le roi d'Israël. Mais c'est pas ça. C'était roi d'Égypte. Wow, 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 wow. C'est-à-dire, on l'a vendu esclave. On l'a chassé de sa famille. On a fait endurer à son père 22 ans de deuil, parce qu'on lui a fait croire qu'il était mort, etc., etc., et on s'est gouré. Waouh, 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 on s'est gouré. Ils vont avoir la honte. Mais attention, quand il leur a dit ça, il a demandé à tout le monde de sortir. Sortez tous. Sortez tous. Et là, le Midrash dit que quand il est sorti, il les a fait sortir, il s'est mis en danger, parce que là, il était seul à seul avec eux. Et ils ne savaient pas que c'était Yosef. Ils auraient pu le tuer à ce moment-là. Il dit, c'est pas grave. Je préfère mourir que de faire honte à mes frères. Quelle honte? La mauvaise honte. La vraie honte, c'est quoi? C'est d'accepter d'avoir honte de soi. Mais de faire honte, de dire des reproches devant les gens, c'est la pire des choses. Parce que là-bas, c'est marqué dans le verset, tu devras faire reproche à ton prochain, mais n'emporte pas la faute. Laquelle? De le dire en public. Parce que la honte qu'ils vont avoir de savoir qu'ils ont fauté ou ils ont fait des erreurs en public, ils vont avoir l'impression que tu t'es vengé en leur disant la vérité. Et ça, c'est interdit d'après la Torah, de faire une chose pareille. C'est pour ça qu'il a préféré les faire sortir, pour qu'il n'y ait personne présent, et qu'ils aient honte d'eux-mêmes, sans avoir eu honte à cause des autres. Ça veut dire qu'il aura fait kavod. Vous avez compris ce que ça veut dire? Je te respecte. Je fais sortir tout le monde. J'ai risqué ma vie pour toi, mais parce que j'aurais tellement aimé que tu changes. Et Hachem, il l'aide dans ce sens. Parce que quand tu respectes les gens ils sont d'accord de t'écouter. Mais quand tu le fais de façon violente, tu ne respectes pas les gens, jamais les gens t'écouteront. Ça sert à rien de crier, ça sert à rien de t'énerver, ça sert à rien de dire les vérités aux gens. Ça sert à rien. Si tu ne l'as pas fait avec la forme, ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu as fait honte à la personne. C'est pour ça que quand c'est marqué dans le verset là-bas, c'est extraordinaire. Il a dit, je suis Yosef. Est-ce que mon père est vivant? Il est marqué, ils n'ont pas pu répondre tellement ils étaient époustouflés devant ce qu'ils ont vu. Lo yachlou la nototo qui n'évalue pas lave. Ils n'ont pas pu répondre. Estomaqués qu'ils étaient, genre, ils n'auraient jamais cru que c'était Yosef, quoi. Au vice-roi d'Égypte, même pas en rêve, ils croyaient que c'était un esclave qu'ils allaient retrouver dans les fins fonds là-bas des marchés d'Égypte, là, d'esclavage. Ouais. Il est marqué, ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi c'est marqué, ils n'ont pas pu répondre? Bah évidemment, s'ils étaient estomaqués, ils avaient le cerveau noué, comme ça. Pourquoi la Torah dit, ils n'ont pas pu répondre? Parce qu'ils étaient estomaqués devant lui. Et pourquoi? Et s'ils avaient pu répondre? Il ne fallait pas qu'ils répondent. Ça veut dire comme ça. Si tu fais un reproche à quelqu'un, tu dis la vérité. Hein. Il dit, mais de quoi je me mêle? Et puis d'abord, avant de t'occuper des gens, occupe-toi de toi. Ouais. Etc., etc. Ouais. Finalement, il m'a répondu. Qu'est-ce qui reste de ce que je lui ai dit? Il reste la honte. Je lui ai fait honte. Il faudrait que, quand tu fais un reproche à quelqu'un, que la personne ne puisse pas répondre. Si elle répond, c'est que t'as perdu. Si elle répond, si tu dis, mais pourquoi t'as fait ça, et ça va pas, et t'es jamais à l'heure, et le repas n'est pas prêt, attends, mais de quoi, attendez, de quoi je me mêle? Ou tu dis, mais comment tu parles à ta femme? Et comment ça? Mais de quoi? Occupe-toi de tes oignons, ou occupe-toi d'abord de ta vie, ou va t'arranger toi. Monsieur le donneur de leçons, va t'occuper de toi. Il m'a répondu. Donc qu'est-ce qui reste de ce que je lui ai dit? Ben il reste la honte. Un sourd de faire un truc pareil. Parce qu'au final, il reste que la honte. Et tu as fait honte à la personne. Il faudrait qu'il ne puisse pas te répondre. Ça veut dire qu'il faut être tellement sincère, il faut être tellement aimant, il faut être tellement respectueux quand tu vas dire la chose à la personne, que c'est ça qui va te permettre d'être écouté par la personne, et c'est ça qui va faire elle ou lui ne va pas être capable de te répondre. Elle aura eu honte parce que tu l'as respecté. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire la vérité aux gens, il faut espérer qu'ils vont accepter la vérité. L'exemple de Yosef, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait Yosef, ce chacham là? Il a exactement reproduit ce qui s'est passé avec lui. C'est-à-dire, il a gardé en otage Binyamin.
Ça va? Ouais. Et Yehuda, il vient, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ben, il dit, voilà, il a volé la coupe du roi, ben écoute, je le garde, il restera avec moi en prison. Il dit, mais c'est pas possible. Je me suis porté garant vis-à-vis de mon père, et je lui ai dit, écoute, si je te ramène pas de Binyamin, j'aurais fauté toute ma vie. À part ça, hein, si tu gardes Binyamin, mon père, il supportera pas. Il a perdu sa femme. Il a perdu son fils, Yosef. Et là, il va perdre Binyamin le même jour. C'est comme si il avait perdu les trois en même temps le même jour. Et il ne pourra pas supporter, il va mourir. Nafsho kshura ben nafsho. L'âme de mon père est attachée à cet enfant. Si tu gardes cet enfant, tu tues mon père. Et puis moi, je ne pourrais jamais retourner en Israël, en Eretz Canaan, de retourner voir mon père dans l'état où il va se trouver psychologiquement, je ne pourrais pas supporter. Il va être dans une détresse morale impossible. Et donc je ne pourrais pas. Donc écoute, on va faire simple. Tu le laisses partir et moi je prends sa place. Voilà ce qu'il a proposé Yehuda à Yosef. Yosef lui a dit, c'est moi Yosef. Mon père est vivant. Attends, quand tu m'as vendu, tu savais combien mon père était attaché à moi. Et bizarrement, t'as pas eu peur que ton père y meure. C'est marrant. À part ça, hein, quand tu as vu qu'il a porté le deuil, t'as pas dit, ouais, j'ai fait une gaffe et je vais ramener Yosef. Non, pas du tout. T'as pas eu de peine de voir ton père en souffrance. Comment ça se fait qu'avec Binyamin, ah là, tu te portes garant, et tu vas jamais pouvoir retourner sans lui, et tu es prêt à prendre sa place, et moi, zéro. N'est-ce pas qu'il y a quelque chose entre nous? N'est-ce pas qu'il y a un parti pris entre nous? Vous avez compris ce qu'il a fait Yosef? Yosef, il a fait juger son frère. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de la situation? Dramatique. Criminel. T'es sûr? Certain. Ah, sûr, certain. Alors sache que c'est ce que tu as fait. En fait, il a jugé que c'était criminel, mais c'est ce qu'il a fait en fait. Il a failli tuer son père. C'est moi, Yosef, mon père est vivant. Vous avez compris la chorma? Si, il lui avait dit au départ, tu me reconnais ou pas? Non, pas du tout, non. T'es sûr? Regarde-moi bien dans les yeux. Hein? Alors, tu m'as reconnu ou pas? Je dis non, c'est moi, Yosef. Comment ça se fait? Ben oui, c'est moi, Youssef, tu t'es gouré, tu as cru que j'allais prendre ta place, que j'ai le roi d'Israël, mais pas du tout, c'est le roi d'Égypte. Alors, il dit, ah, mais c'est de ta faute, t'as vu comment tu nous parles, comment tu... Il aurait répondu à ce moment-là, vous avez compris ce qui se passe? Et là, ça aurait flanché. Il a fait de façon à ce qu'il puisse pas répondre. Il a fait de façon à ce que ce soit lui le juge de la situation, qu'il ait lui-même jugé que c'était grave ce qu'il a fait. Vous avez compris ce qu'il a fait? Ça veut dire... Et ça, il faut avoir une capacité émotionnelle très très forte, parce qu'il aurait pu avoir de la haine, de la jalousie, de la rancune, de ce que tu veux. Il était capable de se retenir, vous avez compris? Pourquoi? Dans l'intérêt de son frère. Dans l'intérêt de son frère et dans l'intérêt du cas Israël, parce que tout dépendait de ça. C'est-à-dire que dans la vie, ouais, il faut faire attention. Ouais, qu'on est vraiment, vraiment dans le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire attention il ne faut pas regarder les gens par rapport à ce qu'ils font, mais par rapport à ce qu'ils sont. Il a fait une erreur. Ah! Il a fait l'erreur de croire que Yosef allait prendre sa place, il a fait l'erreur de l'avoir vendu, elle a fait l'erreur de ne pas venir à l'heure, vous avez compris? Quand Mamétib il m'a dit, ma femme elle ne sait pas se débrouiller. Elle ne sait pas se débrouiller, elle ne sait pas se remettre, elle ne sait pas se diriger, elle ne sait pas, voilà. Une fois on avait un rendez-vous, elle me téléphone, elle me dit, voilà, je suis devant le métro, je ne sais pas où tu te trouves. Je dis, ben, tu prends la rue à droite, à gauche, machin, tu m'as trouvé, je suis là. Je dis, tu peux pas venir me chercher, comme ça, Elle était très embarrassée. Ouais. Et lui, il me dit, j'en ai marre, elle ne sait pas se débrouiller. Je lui dis, écoute, je sais pas. Il a éteint son téléphone. Carrément fou, tu vois. Et pour qu'elle le retrouve, quoi. Ouais. Il dit, mais je lui ai très bien expliqué. Elle prend un plan, dans le métro, il y a des plans, tu vois le plan, tu vas trouver, tu vois. Il voulait qu'elle se débrouille. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Ben, tu vois que ta femme, elle s'en sort pas. Je dis pas, mais je la fous dans l'embarras, elle va s'en sortir. T'es malade. Carrément, tu as compris? C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté sa carence. Au lieu de dire, mais bien sûr que j'arrive. Et puis après, lui expliquer comment on se débrouille pour retrouver son chemin. Il dit, non, je la laisse. C'est comme le type qui prend son fils et le jette dans la piscine, débrouille-toi, vas-y, apprends à nager. Ou alors il le prend, ouais, il l'attrape, il rentre dans la piscine avec lui, et il lui met la tête dans l'eau. Et l'autre il marche, il dit allez, nage, et dès qu'il se débrouille, tac, il remet la tête dans l'eau. Ils font une longueur, deux longueurs, trois longueurs, et finalement il sait nager. Maintenant,
est-ce que son fils il va le remercier? Il dit alors, t'as vu, je t'ai appris à nager. Ouais, j'ai compris, tu m'as appris à nager, mais j'ai bu 50 tasses avant d'arriver à. Si tu le tiens par la tête, et par là, il m'a dit voilà, je suis avec toi, voilà, vas-y, tu peux, vas-y, bouge tes bras, bouge tes jambes, et jusqu'à ce que tu. Je te lâche pas, vas-y, je te rassure, je suis là, vas-y, ça va? Il est en vélo, je lui tiens la selle, je lui dis vas-y, je te tue, vas-y, avance. Mais tu te rends compte qu'il met pas la forme, le type. Il croit qu'on va le remercier alors que l'autre il sait nager. Il croit qu'il va le remercier alors qu'il est tombé en vélo 50 fois. Il faut que tu te débrouilles. La vérité, c'est qu'il sait nager. La vérité, c'est qu'il sait faire du vélo. Mais tu vois ses genoux, tu vois sa tête. Si tu veux être le pire des pères, c'est ça. Parce que la conséquence, c'est que c'est pas pédagogique. Je dis, mais pourtant la vérité, c'est qu'il s'est débrouillé maintenant. J'ai compris, mais c'est du shaker. Parce que tu t'es mis à dos ton fils à vie, quoi. Tu t'es mis à dos ta femme à vie. Tu t'es mis à dos, vous avez compris ce que je veux dire? Je dis, mais moi je l'ai fait pour son bien. Zach Baruch, tu comprends qu'en vérité, tu as mis la main dans le sac, tu t'es foutu dans le Yetzer. La vérité, c'est qu'on évite le Yetzer. C'est ça la vérité. Et là, tu as dit quelque chose qui pour elle un mensonge. Parce que pour elle, son mari, il n'aime pas. Pour elle, son père, il n'aime pas. Comment il a pu m'apprendre à nager en m'enfonçant la tête dans l'eau? C'est pas un père, ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil ici. Pinchas, en quoi c'est un acte de shalom qu'il a fait? C'est extraordinaire, tout là. Hein? C'est quoi le shalom? Hein? Oui, j'ai compris, mais c'est en quoi d'avoir tué Zimri Ben Selou, c'est un acte de paix. Et c'est quoi la paix? Ouais. Par exemple, Israël attaque la Syrie, Israël attaque le Liban, Israël attaque les Houthis, Israël attaque l'Iran. Ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils bombardent. C'est un acte de paix ou pas? Mais est-ce que c'est un acte de paix? Ben, tu sais d'où vient les terroristes? Tu sais de qui sont alimentés les terroristes? Oui, non. Tu dis, mais ce qu'il a fait, mais c'est la guerre. En vérité, non, c'est un acte de paix. Parce que les conséquences, c'est d'avoir évité des milliers de morts. Parce que ces gens-là, ils vont continuer à alimenter, ou les pauvres civils qui sont victimes d'un régime dictatorial, les pauvres. Et tu dis, mais non, mais il fallait pas faire ça, il fallait négocier. Négocier, voilà, on va négocier, ils vont pas faire la bombe atomique. J'ai compris, tu vas négocier, ils la feront pas. Mais les pauvres Iraniens, ils vivent dans un régime, est-ce qu'il vaut mieux faire tomber le régime, ou il vaut mieux laisser, qu'ils fassent pas la bombe et qu'ils crèvent là-bas les types? Elle est où la vérité? Vous avez compris? Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Quel est le din? Ouais. Vous savez que il y a marqué dans la Torah, Parashat Haremot, c'est marqué le passage qui dit Vachai Baem. On vit par elle. On vit par les mitzvot. Ouais. C'est marqué on vit par les mitzvot. La Gemara a expliqué on vit, mais on ne meurt pas des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un est en danger de mort, ouais, imagine quelqu'un a une crise cardiaque pendant Shabbat dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas, Shalom, c'est Shabbat. Hein? Tu lui sauves la vie ou pas? Tu prends le téléphone, tu téléphones. Tu prends la voiture, tu dis, ouais, oui, non. D'où tu sais? Parce que c'est marqué dans la Torah. Hein? Vachai Baem. On vit par on ne meurt pas. Tu peux pas laisser mourir quelqu'un sous prétexte de respecter Shabbat. Ça va? Ça va? C'est bien qu'on apprend. Ça vous paraît logique ou pas? Hein? Ça veut dire que la vie n'est pas tributaire de la loi. C'est logique ou pas? Ça veut dire quoi ne pas être chômeur Shabbat? Et pourquoi il faut garder Shabbat? La Torah dit, Zachor, rappelle-toi du du Shabbat. Si quelqu'un il transgresse Shabbat, ouais, à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un il transgresse Shabbat. Ça veut dire, il va coudre, il va porter, il va faire. Qu'est-ce qu'on lui fait? Hein? Qu'est-ce qu'on lui fait? Bah, il est condamné à mort. Ouais, condamné à mort. C'est grave ou pas? Pourquoi il est condamné à mort? Parce que ne pas respecter Shabbat, c'est ne pas respecter le jour de la finalité de la création du monde. Donc de reconnaître Shabbat, c'est de reconnaître que le créateur de ce monde, c'est lui. Ça va? Donc de renier ça,
c'est renier l'existence d'Hachem. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Le type, il est en train de mourir. Mais moi, est-ce que je vais transgresser Hachem? Est-ce que je vais trahir Hachem en faisant, en prenant ma bagnole et lui sauver la vie? Ben, t'as un plateau dans ta balance. Dans ta tête, t'as une balance. T'as un plateau et t'as un autre plateau. Tu mets le bonhomme là et tu mets Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Où est-ce qu'il va se pencher ton jugement et ton choix? T'as Hachem d'un côté. Si tu transgresses Hachem. Et là, tu lui sauves la vie à monsieur. Qu'est-ce que tu fais normalement? Normalement, tu aurais dit, je suis désolé, je ne peux pas trahir Hachem au détriment de la vie de monsieur. Si c'est ce qu'il t'a dit Hachem, il dit oublie-moi. Oublie-moi, pour peu qu'il vive. De transgresser Shabbat, c'est trahir Hachem. Il dit, tu peux me trahir pour peu que l'autre y vive. C'est ça qui est marqué là-bas. Regarde comment Hachem il est capable de pouvoir considérer la personne au détriment de la trahison qui est orchestrée par le fait de ne pas reconnaître Shabbat. Ça va? Ça c'est une chose. Quel est le din? Quel est le din? Si quelqu'un, un type, il vous dit, pas à vous, mais à quelqu'un, il dit, écoute, ou tu le tues ou je te tue. Si tu le tues, tu vivras. Sinon, voilà, tiens une arme, je te mets un pistolet sur la tempe et dis que tu le tues ce type-là, ou je te tue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Légitime défense. Il faut se faire tuer. Il est préférable de se faire tuer. Pourquoi? C'est un commandement. Mais on doit vivre par les mitzvot. Donc je veux vivre, donc je le tue. On ne meurt pas des mitzvot, je le tue moi. Non? Ouais. Non, là on peut pas. Pourquoi on peut pas? Ça fait partie des 3 commandements qu'on... Mais pourquoi? C'est quoi la logique? Ça va? Il y a 2 raisons. Pour se permettre de tuer l'autre au détriment de sa vie, c'est de penser qu'aux yeux d'Hachem, monsieur, il est moins de sadique que moi. Alors je me permets de le tuer, mais j'en sais rien du tout. Ça c'est un. Ça va? Deuxièmement, quand est-ce qu'Hachem il a permis de transgresser la loi? C'est pour faire vivre quelqu'un. Donc tu dis Hachem, il dit c'est pas grave. Que la vie ne soit jamais tributaire de la loi. Jamais. Mais s'il y a mort d'homme et il y a transgression de la loi, je vais le tuer, donc il sera mort et j'aurai transgressé la loi de l'avoir tué. Alors Hachem, dans ces cas-là, tu peux pas. Ça va? Donc ça veut dire qu'il est préférable de mourir que de tuer la personne. Ça va? Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui court après quelqu'un, il veut le tuer. Et vous êtes spectateur de ça, qu'est-ce que vous faites? Et si vous n'intervenez pas, il va le tuer. Qu'est-ce que vous faites? Intervention. Tu essaies de l'empêcher. Voilà. Tu lui tires sur les jambes. Et si t'arrives pas, tu fais quoi? Tu dis qui choisir entre les deux? Celui et l'autre, si tu fais rien, il va le tuer. Qu'est-ce que tu fais? L'agresseur. Ouais. Il faut tuer l'agresseur. Pourquoi? La Gemara dit, 1, parce qu'il y a légitime défense. 2, parce qu'il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure coupable. Parce qu'il va le tuer en vérité, mais après il va être condamné à mort. Alors il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure coupable. Ça veut dire que de le tuer, c'est de lui sauver sa vie spirituelle. Vous avez compris ça? Parce qu'il vaut mieux qu'il meure Zakai, innocent, et il a pensé tuer, il n'a rien fait. Il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure coupable. Ça va? Maintenant écoutez-moi bien. Il y a un homme, il s'appelle Pinchas. Il a vu un rachat là-bas, qui est carrément en train de coucher avec une bonne femme, qui n'est pas sa femme, et il prétend que le type il a le droit de l'épouser, elle n'est pas juive, il s'en fout. Ouais. Et ça a déclenché une épidémie. Et là, il y a eu 24 000 morts. Quand tu vois ça, tu dis c'est quoi cette pourriture là de... Regarde ce qu'il a été faire, c'est pas honteux ce qu'il a fait. Tu vas venir, tu vas te venger. Oui, non. Si tu te venges, tu es un criminel. Si tu fais ça pour que tu remettes ta photo dans Paris Match, parce qu'on va dire, waouh, il a fait un truc héroïque le type, hein. Tu es un criminel. Tu sais pourquoi il faut l'arrêter? Tu sais pourquoi il faut le tuer? Parce que si tu l'arrêtes pas pour lui, c'est grave. Et si tu l'arrêtes pas, c'est grave aussi parce que tant qu'il est vivant, tant qu'il est en train de faire cette avéra là, cette faute là, les gens ils meurent là-bas aussi ils font l'avéra. Alors pour arrêter l'épidémie, il fallait qu'il disparaisse. Il n'a pas fait dans l'intérêt de soi, il a fait dans l'intérêt de la personne. C'est ça Pinchas.
Qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que soit? C'est ça qu'il aurait voulu. Il ne faut pas que tu le penses parce que tu vas être haineux vis-à-vis de la personne, mais comment c'est, ou toi tu es très très religieux et que tu penses que ça c'est criminel ce qu'il est en train de faire et c'est honteux et quelle honte et machin, et comment Hachem il doit être triste de voir une chose pareille. Si tu penses ça, c'est l'inverse, parce que tu vas le tuer pour toi. Parce que tu vas assouvir ta tristesse ou tu vas assouvir ta haine en l'arrêtant. C'est pas ça la mitzvah. C'est de le faire pour lui. Il faut que tu t'arrêtes. Parce que plus tu continues, plus ça t'aggrave. Pour toi et pour les autres. Donc dans ton intérêt, il vaut mieux qu'eux. Ça s'appelle du shalom, ça. Et c'est ça l'alliance de shalom. Il est devenu Kohen. C'est quoi un Kohen? Un Kohen, c'est un monsieur qui te reçoit. Un type, il a fait une avéra. Il a fait une faute. Mais il amène un sacrifice. Ouais. Ben, le Kohen, il pourrait dire qu'est-ce que tu fous là? Voilà, je viens amener un sacrifice. J'espère que c'est un corban de remerciement d'Hachem. Je dis pas du tout, c'est un corban de faute. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fous là? On est au Beth Amikdash, là, je te rappelle. On n'a pas besoin d'écouter tes avérotes et tes machins et tout là. Ouais? Le Kohen dit non, mais amène ton corban. Amène ton corban. Si ça peut faire le shalom, c'est-à-dire que ça peut te réconcilier avec Hachem, super, amène-moi. Ça veut dire que je le reçois non pas comme le rachat, mais comme celui qui va se réparer. Vous avez compris la relation qu'on a à l'autre? Et c'est ça qu'il est devenu Pinchas, il est devenu un Kohen. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de comprendre que l'autre est en carence, et que la seule manière qu'il a d'expliquer ses fautes, ou bien de se faire pardonner, c'est d'apporter un sacrifice. De faire teshuva. Et quand tu fais teshuva, eh ben tu te sens contredit par tes actes. Tu dis, mais comment j'ai osé faire ça? Et je me sens mal. Alors je vais essayer de me faire pardonner à Hachem. Je vais lui demander pardon. Ça va? Et ça passe par ça. Pourquoi? Parce que c'est le côté animal de l'être qui a fauté. Alors ramène un animal. Reconnais que c'est l'animalité qui est en toi qui t'a poussé à faire une avéra pareille. Alors ramène cet animal, sacrifie-le. Tu n'as pas contrôlé ta personne. Tu as un corps, tu n'arrives pas à le contrôler, celui-là. Ton cerveau, il dit non, j'aurais pas voulu, mais c'était plus fort que toi, t'as pas résisté. Mais c'est à cause de qui? À cause de la pulsion émotionnelle que tu as, ton corps, il te pousse. Ça va? Alors contrôle ton corps. Ah, t'as pas su? Alors sacrifie-le. Je ne veux plus ressembler à cette personne. Mais c'est pas moi. C'est la personne que je représente qui doit être sacrifiée. Laquelle? Ma partie corporelle qui m'a fait fauter. C'est celle-là que je sacrifie, c'est pas l'autre. Moi, je veux vivre. Ça va? Mais je veux vivre. Et je veux pas être tributaire de ce qui me pousse à fauter. Alors je vais le sacrifier. D'accord? Et le Kohen, il dit, mais avec plaisir. Si je peux te réparer, ça va? Comme si qu'il fallait comprendre, ça paraît naïf, hein. Mais quand tu as un problème de couple ou tu as un problème relationnel avec quelqu'un, tu dis, mais j'espère qu'on va s'arranger, je prie que tu t'arranges, j'ai pris que je réussisse à te convaincre. C'est pas pareil que d'avoir la haine de ce qu'on a pu subir. Il y a marqué là-bas, l'Agma dans Brachot, elle dit, il y avait un Rav, Rabbi Meir Balanes. Ouais. Il avait un voisin qui était une ordure. Il faisait que des problèmes. Il a dit, j'en ai marre de ce type, je vais prier pour qu'il meure. Direct. Sa femme, elle vient le voir, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, j'en ai marre de ce type-là, je prie pour qu'il meure. Il dit, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il est marqué, Itamu chataim minaretz, disparaîtront les fautes de la terre, Urshaim, Odenam, et les Rishaim disparaîtront. Il n'est pas marqué, ils vont disparaître les fauteurs et il n'y aura plus de fauteurs. Il est marqué, disparaîtront les fautes et il n'y aura plus de fauteurs. Il ne faut pas prier pour la mort des gens, il faut prier pour qu'il n'y ait plus de fautes. Ça vient de ne regarde pas la personne comme étant un rachat, regarde-le comme un fauteur. Mais le fauteur, en vérité, non. C'est la faute qui m'intéresse. Essaie d'éliminer la faute. N'élimine pas la personne. Donc tu vas prier pour qu'il fasse tes chouvas. Tu vas prier pour qu'Hachem lui crée des circonstances dans sa vie qui l'amènent à faire tes chouvas. C'est ça que tu dois faire. Et c'est ce qu'il a fait, ça a marché. Ça veut dire qu'on ne prie pas pour la mort des gens. On prie pour que les occasions qu'ils ont de changer puissent se réaliser dans leur vie. Hachem, je t'en prie, fais en sorte que. Ça va? C'est pareil, en vérité. Avraham Avinu, quand il y a eu Sodome, vous avez vu que Sodome, c'était des tueurs, les types. D'une cruauté immonde. Il laissait mourir des pauvres. Il leur donnait des centimes. Il mettait leur nom dessus, leur prénom sur la pièce. Et quand il était mort, il venait récupérer les pièces parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Mais immonde, vous avez compris? Et Hachem il dit, écoute, il faut que je détruise cet endroit du monde. Il s'adresse à Abraham pour qu'il prie. Est-ce que tu as envie de prier pour ces gens-là, toi? Ben, Abraham, il a prié.
Mais pourquoi faire? En fait, il a dit, tu sais quoi? Si tu me laisses 10 personnes par ville, il y avait 5 villes. Je sauve la ville. Ça veut dire qu'en fait, le rachat, hein, c'est un choix. Il a fait un mauvais choix. Laisse-moi lui expliquer qu'il a fait un mauvais choix. Ça n'existe pas un rachat. Ça n'existe pas un rachat. Un rachat, c'est un type qui a fait un mauvais choix. Donc si tu me permets de lui expliquer qu'il s'est trompé, ben il va faire tes chouvas. Il va devenir un tzaddik. Ne juge pas les gens selon ce qu'ils font. Juge sur la potentialité existentielle qu'ils ont changé. Parce que c'est un faux choix. Ils se sont fait avoir par les Yetzirah. Laisse-moi lui expliquer qu'il s'est fait avoir. Laisse-moi lui expliquer qu'il a cru que le Yetzirah avait raison. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Il y a le tzaddik, il dit tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi reste à toi. Ça, c'est un tzaddik, ça. Le rachat, il dit tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi reste à moi. Et le Benoni, le partagé, le moyen, il dit ce qui est à toi, ce qui est à moi et moi. Voilà. Et il y a qui disent que ça, c'est Sdom. Pourquoi? Parce que si tu as, tant mieux, si tu n'as pas, ne compte pas sur moi. Ça veut dire que tu ne peux rien attendre de moi. Et ça détruit le monde, ça. Parce que si tu ne peux pas partager ta vie à quelqu'un, ouais, si tu ne peux rien donner, tu ne peux pas donner un sourire, tu ne peux pas donner un peu d'argent, tu ne peux pas donner un peu de machin, mais tu n'existes pas. Hachem, il a créé de toute façon qu'il y ait des manques. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Mais pas pour que le pauvre, il souffre. Et le kiff qu'il a d'être riche, le riche, il va le garder. Non, c'est pas ça. C'est qu'un homme, il doit être sensible au manque. On t'a pas donné de l'argent pour rien, on t'a donné de l'argent pour partager et pour rendre heureux ceux qui n'ont pas le bonheur d'être riches. Ouais, ils n'ont pas de quoi manger, les gens. Alors qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'y peux rien, c'est son mazal. Chacun son mazal, elle est bonne. Je dis, non, peut-être que l'idée, c'est pas ça. C'est de dire que, et si tu étais pauvre, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse? Tu tends la main, tu aurais aimé quoi? Qu'on te dise, va chez ta mère, ou qu'on te donne un peu d'argent? J'aurais préféré, c'est ce que tu vas faire. Tu vas essayer de te mettre à la place de celui qui souffre. Ouais. Tu vas te mettre à la place de celui qui est un rachat. Et tu vas essayer de te dire, mais si j'avais su que c'était faux, est-ce que j'aurais aimé qu'on m'aide? Ouais. Alors tends-lui la perche. C'est ça, Avraham Avinu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit être capable de comprendre que les personnes, la personne fait des choix. Des fois, on fait des bons choix, on fait des mauvais choix. Mais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas logique. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Parce qu'on n'a pas des valeurs. Parce que ce que vous voulez, ça va? Parce qu'on a des défauts. Des défauts. Voilà. Alors si on pouvait changer simplement tout ça, il faut prier Hachem pour qu'il nous crée des situations de vie qui nous permettent d'avoir ce déclic. Et ça, il faut se connaître. Il faut être vrai avec soi-même. Ça va? C'est comme un type, je lui dis, là c'est bientôt les vacances. Je lui dis, mais tu vas quand même pas aller dans une plage mixte quand même. Faut respecter à toi, et ma femme elle fait à moitié nue, ça se fait pas. Il dit, écoutez, ma femme, elle est habillée comme il faut, mais moi je peux pas. Voilà, je peux pas. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, je suis pas au niveau. Ça va? Je vais vous dire la vérité, honnêtement, je suis pas au niveau. Ça va? Donc je vais dans les plages mixtes. C'est la vérité, je vais pas mentir, c'est la vérité. Mais la vérité de qui? De ton Yetzirah ou de la Torah? T'as compris? Il dit, mais moi par honnêteté, je dis la vérité, je suis pas au niveau, je vais pas mentir. Mais on t'a menti, mon vieux. On t'a fait croire que c'était permis. Fais attention à tes yeux. C'est ça la vérité. Et tu dis, mais moi, j'ai la vérité, je suis pas capable, c'est la vérité. Mais cette vérité, on veut pas l'entendre. On veut entendre celle qui est capable de progresser, pas celui qui accepte qu'il est dans l'erreur. C'est la vérité. Bah oui, comme c'est la vérité de faire du lachon hara. C'est la vérité, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais cette vérité, on n'en veut pas. Parce que la conséquence est destructrice. Si tu dis, mais la vérité, c'est que j'y arrive pas, donc tu vas rester tel quel. Ouais, non. Mais je veux pas que tu restes ce que tu es, je veux que tu refuses ce que tu penses. Parce que de croire que la vérité, c'est de rester ce que tu es, c'est une erreur. C'est un mensonge, en fait. Tu t'es menti en pensant que tu pouvais t'en sortir. Ta femme, elle t'habille très bien, fais attention. Et toi, Ah non. Il faut jamais accepter les contradictions. Tu sais que tu te contredis ou pas? Ou tu t'inventes une religion qui ressemble au judaïsme, mais qui n'est pas le judaïsme. Bah oui, c'est comme ça. Ouais, ça ressemble. Tu sais ce qu'il faut faire.
Tu dis, mais j'arrive pas. Ah, essaye. Ou protège-toi, je sais pas, on va pas prendre tes vacances dans un endroit pareil. Parce qu'il faut faire attention à ce que tu vas voir. Parce que la mémoire, c'est comme les gens, ils vont dans les mariages, l'autre, les bonnes femmes, elles s'habillent, waouh. À la limite, tu te demandes s'il y a des vêtements, quoi. Comment tu oses rentrer là-dedans? Moi, j'arrive pas à rentrer dans ces mariages, c'est impossible. Où tu mets les yeux? C'est impossible. Tu veux garder ta douche, tu peux pas. C'est une catastrophe. Bah oui. Alors comment on fait? Ah, c'est ça. Et les types, ils dansent ensemble. Une fois, le Rav Pinto, Rav David Pinto, il a dit à un type qui avait fait un mariage mélangé comme ça, il n'y avait pas de méritza, il n'y avait rien du tout. Il y avait des jeunes, ils étaient là, et le type, il se mariait avec sa femme, quoi. Mais il dit, mais quand tu dansais avec la Kala, toi, le petit jeune là, le copain du marié, à quoi tu pensais? Hein? Bah, elle était tellement bien habillée, la fille. Et fantasme, les petits fantasmes. C'est moutard, c'est permis, ça. Quelles idées tu te mets dans la tête? Comment tu perçois la femme? C'est moche. C'est pas ça une femme. C'est comme le type, il voit des films pornographiques, des machins. Moi j'ai connu quelqu'un, il m'a dit, il a fait tchouva. Il m'a dit, mais quand ma femme elle est nida, mais je suis comme un dingue. Je suis comme un fou. Je dis pourquoi? Bah parce que je peux pas la toucher, je peux pas machin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe alors? Il me dit, mais je peux pas. Moi ça fait, depuis l'âge de 13 ans, je vois des films pornographiques, j'arrive pas à me sortir de là. Vous avez compris le danger? L'image qu'on se représente, c'est ça l'amour, c'est ça les machins, c'est pas ça. Et le type, il s'est fait des films toute sa vie depuis qu'il est jeune, et le type, il voit sa femme comme ça. Et quand il peut pas se permettre de la voir comme ça, bah, il devient fou. Mais c'est faux! C'est des traumatismes qui sont restés dans la tête, ouais, que le type, il a du mal à évacuer, parce que c'est des choses qui sont restées gravées dans son cerveau. Il vaut mieux pas rentrer là-dedans que de rentrer là-dedans. Après, comment tu t'en sors? Ça va? C'est comme le type, il accroît la cigarette, à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais moi, au début, j'ai fait ça pour m'amuser. Vas-y, va t'en sortir maintenant. C'est ça le danger, vous comprenez? Tu dis la vérité, c'est qu'on n'est pas un homme si on ne fume pas. Hein. C'est comme ça. Il faut reconnaître que la vérité. J'ai compris, mais si tu tombes malade de ça. L'autre, il me dit, vous savez, je fume parce que je suis nerveux. Je lui dis, t'as rien trouvé d'autre pour te calmer que de fumer, quoi. C'est-à-dire, tu mets ta vie en danger parce que tu sais pas comment te calmer. Mais va tourner, va autour du lac de Vincennes, va courir. Mais au moins, tu vas pas te rendre malade parce que tu as trouvé un moyen de te calmer en fumant. Je veux dire, oui. C'est-à-dire, mais c'est la vérité, ça me calme. La vérité, mais c'est un mensonge. Parce que la conséquence, c'est un dommage. Il t'a bien roulé, il tire un razak ou balour. Bah oui, parce que tu as un problème. Et c'est quoi la solution? Bah, la solution, c'est la cigarette. Mais t'es sûr que c'est la bonne solution? On a tous des problèmes. Mais c'est quoi les solutions? Ça va? Et c'est ça le danger. Si j'ai un problème, j'ai mon voisin, il est bête. Je dis, bah, j'ai raconté à ma femme la bêtise. Mais c'est un sourd. La solution, c'était de te saouler. Ou une femme, elle me dit, quand je fais du lachonara, ça me fait du bien. Et franchement, ah ouais, parce que il y a des gens, je les supporte pas. Et quand je parle à des voisins et des machins de ce que je vois, vous pouvez pas imaginer comment je me sens bien. Je dis, mais c'est un sourd. Depuis quand tu te sens bien de la souffrance que tu vois autour de toi? C'est pas possible, vous avez compris pas? Je dis, ouais, mais quand j'en ai marre, et je raconte à... T'as raison, j'ai compris, mais c'est la vérité que ça fait du bien. Mais c'est la vérité. Mais c'est le bien de quoi? Bien d'accepter le mal. Ça te fait du bien, ça? Vous avez compris? Pour ça qu'il faut faire attention de savoir déterminer où est-ce que trouve le émet, où est-ce que la vérité, où est-ce que le mensonge. Et tu pourrais y croire que le émet, que ce qui est faux est le émet. Et l'inverse aussi. Vous avez compris? Il faut être très subtil. Il faut faire très attention à ça. Des fois, le Yitzhara, il est malin. Ça va? Parce qu'on ne voit pas les conséquences. Et Zéou Chacham, c'est qui est Chacham? Qu'est-ce qui est intelligent? Arroé Tanolad. Il faut voir ce qui va naître de ce que tu vas faire. Si tu vois que ce que tu dis, ça va naître quelque chose de bien, c'est du émet. Mais si tu vois que ce que tu vas dire, ça endommage la situation, ça aggrave les situations, ça crée des périls, ça crée des isanis, ça crée des machins, alors tais-toi. Tu dis, pourtant, c'est la vérité, j'ai compris, mais la vérité, c'est pas ce que tu vas dire, c'est ce qui va se passer. Et ça, c'est gravissime. Ça va? Donc il faut être singulièrement pointu sur la façon dont on a de se comporter, autant qu'on a la vision, le regard qu'on peut avoir des choses. Parce que des fois, il vaut mieux mentir des fois que de dire la vérité, parce que de mentir, ça nous permet d'éviter les problèmes. Ouais. Ça évite, bébête. C'est pour ça que le shalom,
Ce qu'a fait Pinchas, tu as l'impression d'avoir vu un criminel, en vérité, il lui a sauvé sa vie. Tu vois, et c'est ça qui voit. Sa vie spirituelle et les conséquences gravissimes qui auraient pu se passer en Israël à cause de ça. Et c'est un acte de shalom, ça. C'est quoi le shalom? C'est mettre de l'ordre. Le shalom, c'est quoi le shalom? C'est pas la paix. C'est pas la paix. Quand il y a des guerres là, entre l'Ukraine et la Russie, ça va? Pour des raisons de territoire. C'est vrai ou pas? Bon, il y a quand même 1 million de morts, j'imagine, là-dedans, dans cette histoire. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire la paix. Mais en vérité, il faudrait mettre de l'ordre. Il faudrait définir des frontières. Il faudrait décider qu'on ne va pas s'entretuer pour de la terre. Mets un peu d'ordre dans ta vie. Ouais. Définis des frontières. Maintenant que tu as défini les frontières, c'est vrai. Alors maintenant, par extrapolation de l'ordre, alors on est en paix. La paix n'est que la conséquence de la mise en ordre. Shalom Baït, c'est pas la paix des ménages, c'est de mettre de l'ordre dans ton ménage. C'est pas pareil, vous avez compris? Il faut que ce soit. Alors, il faut que j'arrive à mettre de l'ordre. Ben, il faut qu'elle accepte, il faut que j'accepte, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit ce qu'on a gagné tous les deux. C'est ça ou pas? Mets de l'ordre dans ta vie. Et là, pas par extrapolation, tu vas être en paix. Mets de l'ordre dans ta tête. Mets de l'ordre dans ta personne. Bah oui, t'es perturbé, tu sais pas comment, c'est désordonné, t'es brouillon, t'es brouillonne, t'es machin. Bah, ou t'as pas confiance en toi, tu es bien embêté, il n'y a pas d'ordre dans l'intérieur, c'est pas coordonné. Bah évidemment, tu auras des problèmes dans ta vie, hein. C'est comme ça. Mets de l'ordre. Et maintenant, tu es en paix. Tu es shalem. Tu es entier. C'est quoi d'être entier? C'est qu'il y a une partie de toi qui n'était pas en coordination avec toi. Et c'est pour ça que tu es tiraillé. C'est pour ça que tu doutes. C'est pour ça que tu es embêté, que tu es angoissé, que le machin. Ben, mets de l'ordre. Et tu verras que ton angoisse s'en ira. Et c'est ça d'être en paix. Ça va? C'est ça d'être shalem. Shalom. Shalem, ça veut dire d'être entier. C'est ça. Il y a une partie de toi qui ne correspond pas. Ça va, qui ne va pas. Et c'est pour ça que tu doutes. Alors mets de l'ordre. Et conscience, mets le doigt où ça ne va pas. Et essaie de le solutionner. Remets de l'ordre dans son désordre. Ça va? Et quand tu as remis de l'ordre, ne crois pas que tu as des problèmes avec les gens, tu vas faire du lachonara. Mets de l'ordre. La solution, c'est pas de dire. C'est pas ça. Parce que ça va créer du désordre. Et tu vas voir que les conflits vont commencer. Ne dis pas à ta belle-mère, écoutez, occupez-vous de votre fille, apprenez-lui à cuisiner. Tu veux dire, mais je voulais mettre de l'ordre, moi. Tu as mis du désordre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas ça, mettre de l'ordre. Et ça crée des conflits, des guerres. Il faut mettre de l'ordre pour éviter la guerre. C'est ça? C'est pareil. Essaie de comprendre où est-ce que se trouve la vérité. N'essaie pas de croire que c'est forcément ce que tu penses. Non. Parce que ça crée du désordre. Tu comprends? Chazak ou Baruch.